Et si je vous disais que la plus grande crise du XXe siècle, un conflit mondial qui a coûté la vie à des millions de personnes, a aussi été le théâtre du marché de l'accouplement le plus vaste, le plus silencieux et le plus brutal de l'histoire. Un marché dont les règles n'ont pas été écrites par des généraux, mais par les décisions silencieuses et désespérées de femmes. Et dans les prochaines minutes, vous découvrirez comment des documents, déclassifiés, et des lettres personnelles de la Seconde Guerre mondiale révèlent un impératif biologique si puissant et impitoyable qu'il bouleversera tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour, la fidélité et la véritable nature du désir féminin. Nous sommes en 1942, le monde est en feu. Pour des millions de jeunes Américains, Britanniques et Canadiens, la vie a été violemment réduite à une dichotomie simple et terrifiante. La lutte pour la survie est le rêve d'un foyer. Ils se blottissent dans des tranchées glacées des Ardennes, le souffle court, les doigts engourdis par les verrous de leurs fusils. Ils scrutent le ciel infini et vide, au-dessus du Pacifique, tendant l'oreille pour entendre le rugissement des moteurs, qui pourrait signifier la mort. Leur monde est fait de boue, de métal et d'une peur omniprésente et épuisante, mais dans leur esprit, ils portent un talisman, une ancre psychologique contre la tempête. Ils portent le souvenir d'elle, la fille de chez eux, son visage sur une photo qu'ils chérissent, l'odeur de son parfum dans une lettre, l'esprit fragile d'un monde qui leur semble désormais inaccessible et lointain. Elle est leur raison d'être. Elle est ce pourquoi ils se battent. Ils l'imaginent travaillant dans une usine, avec une riveteuse, les cheveux attachés, faisant sa part. Ils l'imaginent lui écrivant des lettres, fidèle attendant son amour, une étoile constante dans son monde obscur. Cette histoire de l'amante, fidèle tenant l'Homère, est à la base de la mythologie romantique de la guerre. C'est une histoire que nous nous racontons pour ennoblir le sacrifice, pour donner à l'horreur un sens plus doux que l'acier et le sang. Mais vue sans sentimentalisme, cette histoire raconte une histoire différente, plus sombre. Elle montre que, pour un nombre étonnamment élevé de femmes, la plus grande opportunité romantique de leur vie n'est pas née dans la tranquillité paisible d'une salle de bal, mais dans la vague furieuse et apocalyptique d'une guerre totale. Pour comprendre le phénomène, il faut d'abord définir notre terme, non pas avec un bagage politique moderne, mais avec une précision clinico-biologique. L'hypergamie vient du grec hyper-over et gamos marriage. Il s'agit du réflexe instinctif de former un lien de couple avec une personne de statut égal ou nettement supérieur. Il ne s'agit pas d'une faute morale, ni d'une construction sociale. Il s'agit d'un impératif évolutif, profondément ancré depuis des millénaires, visant à assurer la survie et l'avancement social de la progéniture dans une société stable. Cet élan s'exerce sous certaines contraintes: classe sociale, proximité géographique, attente familiale. Il s'agit d'une tendance qui se développe lentement. Mais situons cet impératif dans le contexte d'une crise mondiale, dans un environnement où toutes les structures sociales normales se sont évaporées, là où la mort est monnaie courante et où une vaste population concentrée d'hommes de haut rang apparaît soudainement. Son lent courant se transforme en raz-de-marée. La Seconde Guerre mondiale n'a pas créé l'hypergamie féminine. Elle a simplement supprimé toutes les cages, doté la femme d'un jetpack et lui a remis une carte. Omeronte n'était pas un lieu d'attente patiente. Pour beaucoup, ce marché était frénétique, désespéré et finalement opportuniste. Il suffit d'observer le contexte. Avec la mobilisation massive des hommes, les femmes ont été contraintes de travailler. Elles ont gagné leur propre argent, acquis une indépendance sans précédent et connu une libération sociale impensable 10 ans plus tôt. Cependant, cette liberté nouvelle s'est manifestée dans un vide d'attention masculine. L'agence matrimoniale locale, les garçons de ferme, les employés de banque, les mécaniciens du garage avaient disparu, licenciés, remplacés par une absence palpable et douloureuse. Cela a déclenché une peur profonde, celle d'être laissés pour compte, de manquer leurs meilleures années de procréation. À cette peur s'est ajoutée l'arrivée d'une nouvelle génération d'hommes. Ce n'étaient plus les garçons du coin avec lesquels ils avaient grandi, mais des inconnus, soldats, aviateurs, commandos. Ces hommes ne se définissaient plus par leur statut social d'avant-guerre. La guerre l'avait effacé. Ils étaient définis par leurs uniformes, leur héroïsme apparent, leurs compétences redoutables. Un sergent du Texas, qui aurait pu être ouvrier agricole en 1941,
possédait désormais un prestige, un statut et un pouvoir tangible qui éclipsaient n'importe quel garçon du coin resté au pays. Il était son fournisseur de bas nylon, de chocolat et de produits de luxe rares. Mais plus encore, il assurait sa survie psychologique. S'allier à lui était un pari sur l'avenir, du côté des gagnants. Il était sa porte de sortie de la petite ville, sa chance de vivre une vie plus excitante et plus sûre que celle qu'elle connaissait. C'était la tempête hypergame parfaite. Les données sont froides, brutales et irréfutables. Dépassons la théorie et fouillons dans les archives. La preuve est là. L'historien Don Campbell a analysé ces statistiques, choquantes dans son chef-d'œuvre « Les femmes en guerre avec l'Amérique ». Aux États-Unis, le taux de nuptialité a grimpé en flèche pendant la guerre, dépassant largement les projections précédentes. Mais ce phénomène n'était pas uniforme. Le nombre de mariages entre femmes et hommes entrant dans l'armée a explosé. Il s'agissait d'une panique matrimoniale face à l'incertitude du départ. Cependant, les données les plus révélatrices proviennent de l'après-guerre, avec ce que l'on appelle les épouses de guerre. Le gouvernement américain a adopté le War Brides Act en 1945, puis l'Alien Fiancés Act, afin de faciliter l'immigration des épouses et fiancées de soldats américains. Les chiffres sont alarmants. Rien qu'en Grande-Bretagne, plus de 100 000 femmes ont émigré pour rejoindre leur mari américain comme épouses de guerre. Des dizaines de milliers d'autres sont arrivées d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'Europe libérée, d'Italie, de France et d'Allemagne. Ce n'était pas un mince filet. Ce fut une migration massive de femmes, un vote populaire à l'échelle mondiale, qui éleva la victoire américaine face à leurs compatriotes. Le gouvernement britannique, alarmé par l'exode de ces jeunes hommes, mena des études internes et s'inquiéta de la perte de sa population féminine au profit d'Américaines riches et prestigieuses. Ses propres documents révèlent une profonde inquiétude quant au déséquilibre des pouvoirs économiques et sociaux. Les Essig étaient là considérés comme de meilleurs pourvoyeurs. Leur pays avait été épargné par les ravages de la guerre et, comparé à une Grande-Bretagne rationnée, offrait une terre d'abondance. C'était de l'hypergamie à l'échelle civilisationnelle. Passons maintenant du niveau macro au niveau micro. Rencontrons ceux qui se cachent derrière ces chiffres. Et c'est là que l'histoire prend une dimension humaine et déchirante, où la sombre réalité prend le dessus. Les archives nationales regorgent de lettres déchirantes de soldats rentrés chez eux et découvrant que leur monde avait été détruit, non par les bombes, mais par la trahison. Ce ne sont pas de simples documents historiques. Ce sont des cris de douleur saisis à l'encre figés dans le temps. Prenons le cas du soldat James Miller, de l'Ohio. Ses lettres à Mary, son amour de jeunesse, sont une chronique de dévouement. Il lui envoie sa paix. Il parle de la petite maison qu'ils vont construire. Dans la marge, il dessine la balançoire du Porsche. Il survit à l'enfer de la lutte contre l'obésité. Son corps est indemne, mais son esprit est marqué. Il porte sa photo avec lui, abîmé et décoloré par tout cela. En 1945, il est démobilisé, un héros aux yeux de la nation. Il entreprend le long voyage en train du retour, le cœur battant de l'espoir qui l'a maintenu en vie pendant 3 ans. Il s'arrête devant sa porte, des fleurs à la main. Elle ouvre. Elle n'est pas seule. Derrière elle se tient un homme en uniforme d'officier de l'armée de l'air, la main posée sur son épaule avec une certaine possessivité. Elle regarde James, non pas avec joie ou honte, mais avec pitié et gêne. Elle le présente à l'homme. C'est un pilote de bombardier qu'elle a rencontré il y a 1 an lors d'un bal de Lusso à Cleveland. Ils se sont mariés le mois dernier. L'univers de James, la construction mentale qui lui a permis d'endurer une horreur indicible, s'effondre à cet instant. Le gouvernement pour lequel il s'est battu le salue en héros. La femme pour laquelle il s'est battu le considère comme une relique. Son statut de simple fantassin a été éclipsé par la supériorité de l'officier, du pilote et du cadet. Son traumatisme, son sacrifice, n'avaient aucune valeur dans le nouveau calcul hypergame. Son histoire a été répétée des centaines de milliers de fois avec des variations mineures, ou prenez le phénomène encore plus déchirant de la lettre de suicide. Ce n'était pas seulement une rupture, c'était une forme de communication particulière et brutale, un renvoi pour un homme en zone de combat. Imaginez la scène, un appel à une base avancée sur une île oubliée du Pacifique. Des hommes se pressaient autour de lui, le seul moment de joie dans une semaine de terreur. Un lieutenant distribue les précieuses enveloppes. Un soldat, appelons-le Caporal Evans, reçoit sa lettre.
Il reconnaît l'écriture de sa fiancée. Il l'ouvre, un sourire aux lèvres. Il commence à lire. Son sourire s'estompe. Son visage se vide de ses couleurs. La lettre n'est ni pleine d'amour ni de désir. C'est un document froid et clinique. Elle dit avoir rencontré quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vit aux États-Unis, quelqu'un dont l'avenir n'est pas compromis. Elle est désolée, mais elle doit être pragmatique. Elle espère qu'il comprendra. Elle espère qu'il rentrera sain et sauf. Le journal lui tombe des mains. Les hommes autour d'elle restent silencieux. Elles savent. Ils l'ont déjà vu. Les dirigeants militaires reconnaissaient l'impact dévastateur de ces lettres sur le moral et l'efficacité au combat. Certaines unités demandaient même à leurs officiers de présélectionner le courrier et de ne remettre les lettres de suicide qu'après la mission, craignant qu'un soldat désespéré ne fasse preuve d'imprudence et ne mette ainsi en danger lui-même et ses camarades. La machine de guerre était littéralement sabotée par la pratique incessante de l'hypergamie féminine. Les besoins du cœur prirent le pas sur ceux de la nation. Ce comportement était rationnel. D'un point de vue purement darwinien, il était brillant. La femme qui s'associait à l'homme de statut supérieur, celui qui avait les meilleures chances de survie et de subsistance, faisait le choix optimal compte tenu de son patrimoine génétique. Le pilote, l'officier, le technicien bénéficiant d'un poste stable. Telles étaient les récompenses. Des fantassins dans les tranchées, des marins sur un destroyer dans des eaux infestées de sous-marins. C'étaient de mauvais choix. Leur taux de mortalité était alarmant. Les attendre signifiait tout risquer. La crise agissait comme un filtre, forçant les femmes à prendre des décisions brutalement efficaces. Telle est l'essence même de la vérité de la pilule noire. La sentimentalité et les liens avec le passé sont des luxes qui ne survivent pas à une véritable crise. La loyauté est conditionnelle. L'amour est contingent. Il dépend de la capacité d'un homme à maintenir et à projeter son statut et sa sécurité, même lorsque le monde s'écroule. Le soldat qui avait quitté son lycée comme amour de jeunesse a découvert à son retour que les critères avaient changé. Il était peut-être un héros, mais était-il aussi un soutien financier? Avait-il un avenir? Ou était-il brisé, traumatisé en compétition, avec des hommes qui non seulement risquaient leur vie pendant la guerre, mais possédaient aussi un statut et une fortune modeste? Le champ de bataille ne s'arrêtait pas en Europe ou dans le Pacifique. Il se poursuivait sur le front intérieur, un champ de bataille social silencieux, où le charme, le statut et la promesse de sécurité étaient les armes, et le sacrifice était le cœur d'homme qui avait déjà tout donné. Ceci n'est pas une condamnation des femmes, c'est la critique d'un conte de fées, raconté aux hommes depuis des générations. L'histoire de la fidèle, Pénélope tissant son linceul en attendant des décennies le retour d'Adisius, de la guerre est un mythe. C'est une histoire que les hommes se racontent pour rendre les risques de l'engagement inoffensif. La Seconde Guerre mondiale a révélé ce mythe dans sa forme la plus flagrante. Elle nous a révélé le mécanisme brut et sans filtre des stratégies d'accouplement humaines. Pour les humains modernes, ce n'est pas un motif de désespoir. C'est un motif d'éveil. C'est la pilule rouge ultime. Comprendre l'existence de cette pulsion, sa nature primitive et puissante, est la première étape pour réussir à la contrôler. Cela signifie comprendre que l'estime de soi n'est pas intrinsèque. Elle se construit, se préserve et se démontre. Cela signifie savoir que l'hypergamie opère plus lentement et subtilement, mais n'en est pas moins réelle en temps de paix. Ceux qui croient en l'amour inconditionnel vivent sur du temps emprunté. Ils seront profondément choqués lorsqu'une crise personnelle, une perte d'emploi, une maladie ou une dépression réduira temporairement leur statut et révélera la véritable nature des liens qu'ils croyaient indestructibles. Les leçons des épouses de guerre ne se limitent pas aux livres d'histoire. Elles se manifestent dans chaque application de rencontre, chaque tribunal de divorce, chaque relation où un homme croit que ses actions passées suffisent à garantir sa fidélité future. Nous avons vu la situation, la tempête parfaite. Nous avons vu la dure réalité de l'immigration féminine massive. Nous avons ressenti la douleur profonde et déchirante de soldats trahis par le paradigme, même qu'ils défendaient avec tant d'acharnement. Mais ce n'est qu'un début, ce n'est qu'une représentation grossière du phénomène. Pour vraiment comprendre l'ampleur de cette crise, nous devons nous rendre à son épicentre. Nous devons voyager vers les pays conquis, vers les villes dévastées d'Allemagne et du Japon. Car ici,
Sur les cendres de la défaite, là où tout ordre social s'était effondré et où la survie était un combat quotidien, l'hypergamie féminine a révélé sa forme la plus impitoyable, la plus choquante et la plus stratégiquement brillante. L'histoire des épouses de guerre ne se limite pas aux femmes britanniques qui préféraient les soldats américains aux soldats britanniques. Il raconte ce qui s'est passé lorsque les combats ont cessé, que la fumée s'est dissipée et que les vainqueurs ont surgi des décombres. Les femmes des nations vaincues les ont regardées non pas avec haine, mais avec une perspective d'avenir. Dans le chapitre suivant, nous franchissons une ligne que peu d'historiens ont osé franchir. Nous explorerons le côté le plus sombre et le plus interdit de ce phénomène. À quoi ressemblait l'hypergamie lorsque l'alternative était la famine? Que se passe-t-il lorsque le soldat ennemi, l'homme qui a bombardé votre ville et tué vos frères et sœurs, devient le soutien de famille le plus précieux au monde? Nous découvrirons l'histoire des fralines allemandes et des pampans japonaises, qui ont noué des relations avec leurs anciens ravisseurs non par amour, mais par un besoin de survie calculé et brutal. Nous examinerons les enfants nés de ces unions et la société qu'ils représentent. Ils ont laissé des cicatrices. C'est là que la pilule philosophique noire devient incontournable. C'est là que nous apprenons que dans le véritable calcul de la survie, il n'y a pas de place pour la haine, seulement pour la stratégie. Le voyage au cœur des ténèbres continue. Le silence qui s'est abattu sur l'Europe et le Pacifique en 1945 n'était pas celui de la paix. C'était celui de la tombe, de l'épuisement, de la ruine totale. Pour les vainqueurs, ce fut une période de triomphe exténuant, de lente démobilisation et de longs voyages de retour. Pour les vaincus, en revanche, ce fut le début d'un nouveau combat, à bien des égards encore plus terrifiant. La lutte pour la survie dans un monde systématiquement détruit. Les villes n'étaient plus que des silhouettes déchiquetées dans le ciel. Des paysages dévastés, où la puanteur de la mort et de la décadence persistait pendant des années. Il n'y avait plus de nourriture, plus de carburant, plus de lois. Le contrat social, ce fragile accord qui maintenait la civilisation, était brisé. À ce point zéro absolu de l'existence humaine, où tout semblant de moralité et de culture avait été anéanti, seuls subsistèrent les instincts les plus primaires. Et c'est ici, au cœur des ténèbres, que nous assistons à l'expression la plus impitoyable et philosophiquement dévastatrice de l'hypergamie féminine. Ce n'est pas l'histoire d'un beau pilote américain plutôt que d'un jeune homme du coin. C'est l'histoire de ce qui arrive lorsqu'on doit choisir entre travailler avec l'homme qui a incendié sa ville ou regarder son enfant mourir de faim dans ses bras. Pour comprendre la situation, il faut d'abord saisir la totalité de la défaite. En Allemagne, le concept de heure zéro a émergé. C'était la prise de conscience que le temps avait reculé, que tout ce qui existait auparavant était sans importance et que la vie se mesurait désormais en calories, en cigarettes et en morceaux de charbon. Les forces d'occupation, américaines, britanniques, françaises et soviétiques, n'étaient pas de simples soldats, c'étaient des dieux. Elles contrôlaient tout. Elles possédaient la seule monnaie d'échange valable, nourriture, médicaments, chocolat, bas nylon, et un pouvoir absolu sur la vie et la mort. Un soldat américain donnant à un enfant allemand une boîte de rations navales était un symbole de puissance plus puissant que n'importe quel char. Au Japon, la dévastation fut encore plus grande. Les bombes atomiques détruisirent 2 villes, mais les bombes incendiaires conventionnelles en détruisirent des dizaines. D'autres, l'empereur, Dieu vivant depuis des siècles, fut contraint de renoncer à sa divinité. Le peuple japonais fut non seulement vaincu, mais anéanti spirituellement. Une dérive dans un cosmos profondément et violemment fracturé. Dans ce vide psychologique et physique, surgit l'occupant américain, le Gajun, le barbare, qui détenait désormais la clé de l'existence. C'est dans ce contexte que se déroulèrent les manœuvres hypergames les plus choquantes et les plus brillantes stratégiquement. Les femmes des nations vaincues, notamment l'Allemagne et le Japon, furent confrontées à un jugement si brutal que leurs lettres d'adieu paraissent sentimentales. Leurs hommes avaient disparu, morts, estropiés ou languissant dans les camps de concentration. Ils revenaient brisés et émasculés, souvent incapables de parler de leur traumatisme. Leur statut s'était effondré suite à une simple défaite. En 1945, un Allemand était un paria,
symbole d'échec et d'une idéologie monstrueuse. Un Japonais était l'incarnation d'une mission divine ratée. Il n'avait rien à offrir. Il ne pouvait pas protéger. Il n'offrait que la faim partagée et un héritage de honte. Et puis il y avait les vainqueurs, les Américains. Ils étaient en bonne santé, bien nourris, confiants et possédaient une abondance apparemment illimitée. Ils représentèrent le prix ultime de l'évolution, la survie elle-même. Les rejoindre n'était pas une question d'ascension sociale, c'était une question d'impératif biologique. C'était une hypergamie sans romantisme, sans prétention ni artifice. C'était une pure transaction darwinienne. Le terme pour ces relations a été adouci au fil de l'histoire, fraternisation. Mais derrière ce terme clinique se cache un univers de désespoir, de calcul et de survie. Au départ, le commandement allié interdisait formellement toute fraternisation avec la population allemande. C'était considéré comme un risque pour la sécurité et une faute morale. Mais l'ordre était absolument inapplicable. C'était comme empêcher la marée montante. L'attraction n'était pas seulement romantique, elle était magnétique. Le soldat américain, souvent seul et loin de chez lui, recherchait la compagnie. La baronne allemande cherchait la rédemption, une photographie célèbre et poignante. De cette époque illustre parfaitement cette dynamique. Une belle jeune Allemande, aux cheveux impeccablement coiffés, déambule parmi les décombres de sa ville. Elle sourit, rit et se tient bras dessus, bras dessous avec un beau soldat américain. À l'arrière-plan, un groupe d'Allemands, le regard renfrogné et les yeux cernés, les regardent passer. Leur expression ne trahit pas la colère, mais une profonde défaite existentielle. Ils ont perdu la guerre, ils ont perdu leur ville, et maintenant, ils voient les femmes de leur nation. Leur lien perdu avec l'avenir, choisir l'ennemi. Cette femme n'est pas une traîtresse, c'est une pragmatique. Elle a pris la seule décision rationnelle possible dans un monde irrationnel. Son sourire ne rayonne pas de joie, mais de soulagement. Elle a trouvé sa place dans le nouvel ordre mondial. Au Japon, le phénomène était encore plus complexe et culturellement significatif. Les filles Pan-Pan sont devenues un élément omniprésent et tragique de l'occupation. Il s'agissait de jeunes japonaises, souvent issues de familles aisées, complètement appauvries par la guerre, qui recrutèrent des soldats américains en échange d'argent, de nourriture, voire d'une simple protection. Le terme lui-même, anamatopoa, désigne le son d'une main qui frappe contre une autre lors d'une transaction. Mais réduire ce phénomène à une simple prostitution revient à méconnaître la profonde stratégie hypergame qui le sous-tend. Pour beaucoup de ces femmes, il ne s'agissait pas seulement d'un repas ou d'une paire de bas. L'objectif était une relation durable, devenir épouse de guerre. Elles participèrent à l'audition la plus risquée de leur vie, utilisant leur seul atout pour attirer l'attention d'un vendeur haut placé. Celles qui réussissèrent le mieux ne se considéraient pas comme des prostituées. Ils se considéraient comme des stratèges naviguant dans les ruines de leur ancien monde pour s'assurer une place dans le nouveau. Ils apprirent l'anglais. Ils adoptèrent les coutumes américaines. Ils offraient non seulement des relations sexuelles, mais aussi l'illusion de la vie domestique et de la compagnie dans un pays étranger et hostile. Pour un soldat solitaire, c'était un puissant attrait. La relation entre une jeune fille Pan-Pan et son soldat était un microcosme de toute la période d'occupation, un échange de pouvoir où ressources et sécurité étaient troquées contre de la compagnie et un semblant de normalité. Les enfants nés de ces relations, appelés bébés de l'occupation, témoignent de cette période brutale. En Allemagne, on les appelait les enfants de Mischling, ou plus durement, les enfants de Besatzung, les enfants de l'occupation. Leur vie était souvent incroyablement difficile. Ils étaient coincés entre deux mondes et n'appartenaient à aucun. Ils étaient les témoins vivants de l'humiliation nationale et des traumatismes personnels. Pourtant, leur existence même prouve le succès de cette stratégie. Leurs mères, grâce à leur lien génétique avec le vainqueur, ont assuré à leur progéniture le passeport de la tribu victorieuse. C'est l'hypergamie à son niveau génétique le plus élémentaire. Il ne s'agit pas d'émotion, mais d'un calcul lucide de l'héritage génétique et de l'acquisition de ressources. La mère a peut-être subi l'ostracisme, mais son fils a pu avoir la chance de vivre en Amérique, le pays de cocagne, loin des fantômes affamés de l'Europe. Il s'agissait d'un investissement à long terme face à une catastrophe imminente. Le Japon offre l'un des exemples les plus frappants de cette décision calculée. L'histoire de Yoko,
une jeune femme issue d'une vieille famille aristocratique de Tokyo, est typique. La maison et les biens de sa famille furent détruits par les bombardements. Son père, un fier fonctionnaire impérial, fit seppuku en entendant le discours de reddition de l'empereur. Incapable de vivre dans un monde où tout son système de croyances s'était effondré, Hiyoko, sa mère et sa jeune sœur se retrouvèrent sans ressources, vivant dans une cabane et peinant à se nourrir. L'arrivée des Américains provoqua d'abord l'horreur, mais cette terreur céda bientôt la place à un pragmatisme terrifiant. Hiyoko vit d'autres femmes de son quartier rejoindre le JIS. Ils revinrent avec de la nourriture, des médicaments et surtout un sentiment de sécurité. Un jour, un jeune officier américain égaré lui demanda son chemin. Elle parlait un peu anglais. Il était poli, beau et visiblement puissant. À cet instant, elle prit une décision impensable 2 ans plus tôt. Elle ne voyait pas l'ennemi. Elle voyait un fournisseur. Elle cultiva leur relation avec la précision stratégique d'un général. Elle apprit à faire des tartes aux pommes avec les ingrédients d'un paquet de provisions. Elle écouta ses histoires. Elle lui offrit un refuge contre le stress du service militaire. Moins d'1 an plus tard, elle l'épousa et commença une nouvelle vie en Californie. Elle laissa derrière elle son passé, sa culture, sa mère et sa sœur. S'agissait-il d'une trahison ou d'un acte ultime de loyauté familiale, se sacrifiant en tant que consommateur et créant ainsi potentiellement un moyen de subsistance pour sa famille future? Telle est la logique morale impossible de l'hypergamie de crise. Il n'y a pas de bonne réponse. Il s'agit de survie et d'une volonté inlassable d'obtenir le meilleur résultat possible pour soi et sa lignée génétique. Ce comportement n'est pas une aberration historique. C'est l'attitude fondamentale de la nature humaine lorsqu'elle se défait de la façade de la civilisation. La leçon pour l'homme moderne n'est pas d'accuser les femmes de pragmatisme. La leçon est de comprendre la véritable nature du jeu. Essentiellement, la philosophie de la pilule noire est une acceptation radicale de la réalité sans sentimentalité. Le phénomène des épouses de guerre est la pilule noire par excellence. Il démontre avec une clarté terrifiante que la valeur d'un homme est contingente et dépend du contexte. Le même soldat allemand, héros en 1941, était un paria en 1945. Ses qualités innées n'avaient pas changé: son courage, sa loyauté, son amour de la patrie, mais son statut avait été complètement bouleversé. Les qualités innées du soldat américain étaient largement dénuées de pertinence. Son statut de vainqueur et de pourvoyeur était primordial. Pour l'homme moderne, cela représente une vérité simple et irréconciliable. Vos actions passées sont sans importance. Vos promesses sont dénuées de sens. Votre bonté intérieure est sans valeur. Votre valeur est déterminée par votre capacité actuelle à transmettre, protéger et projeter puissance et sécurité dans l'ici et maintenant. Une personne qui perd son emploi et sombre dans la dépression ne se souvient plus de l'amour qu'elle ressentait pour son partenaire. À ce moment-là, elle est un soldat vaincu qui retourne dans une patrie qui a évolué. Ceux qui ne parviennent pas à préserver leur santé physique, leur force mentale et leur but dans la vie méritent un adieu discret et réfléchi. Le monde qui nous entoure n'est peut-être pas littéralement en ruine, mais le paysage social et économique est constamment instable. La crise guette constamment. Un krach boursier, une maladie, un bouleversement social. Dans ces moments-là, les mêmes instincts primaires qui guidaient l'épouse de guerre refont surface. Ils sont toujours là, latents sous la surface, attendant que la pression s'atténue suffisamment pour qu'ils puissent émerger. La conclusion inspirante, quoique sombre, de toute cette saga n'est pas le désespoir, mais l'émancipation par la lucidité. Ceux qui comprennent ces forces ne sont plus esclaves d'un conte de fées. Ce sont des stratèges. Ils savent que leur travail n'est jamais terminé. Leur mission est éternelle. Il doit constamment construire, maintenir et accroître son statut, ses ressources et sa force. Il ne le fait pas pour une femme, mais pour lui-même. Sa valeur est sa propre création, sa propre force. Une femme peut partager cette force, mais elle n'en est pas la cause. Les épouses de guerre, des Anglaises aux Allemandes. Fralins en passant par les Japonaises, Pan Pan Girls, n'étaient pas mauvaises. Elles étaient des actrices rationnelles dans une situation irrationnelle. Elles pratiquaient le plus vieux jeu du monde, avec une efficacité impitoyable qui inspirait un respect morne. Elles nous enseignent qu'il n'y a pas de place pour les
spectateurs dans le théâtre des relations humaines. Il n'y a que des acteurs et ceux qui se laissent influencer. Le choix pour un homme est simple: bâtir une forteresse imprenable avec ses propres valeurs. Devenir le vainqueur de sa propre vie et comprendre les courants, obscurs et primaires, qui guident les décisions humaines, ou risquer de devenir l'homme qui se tient parmi les décombres, observant en silence le monde tourner sans vous, un fantôme d'une guerre oubliée, se demandant ce qu'il a fait de mal. La guerre est finie, mais les leçons apprises sont éternelles.